pour commencer, moi, je vais me présenter. Je suis Cassandra Lotte, donc je suis la responsable du centre de soins de la LPO Aquitaine, le centre de soins pour la faune sauvage. Euh, je suis accompagnée de Paul, qui est assistant de coordination, et Jacqueline Lefranc, qui est donc bénévole rapatrieuse. Voilà. Alors, on va aborder plusieurs points. Tac, si ça marche, nickel. Ouais, c'est bon. Hop, un petit peu de retard sur l'internet. Donc, on va commencer dans un premier temps. Je vais vous présenter ce que c'est qu'un centre de soins, particulièrement le nôtre. Après, je vous parlerai du bénévolat soins, puisque nous avons des bénévoles qui sont en soins avec nous. Je vous parlerai du bénévolat rapatrieur. Et puis, pour ceux qui voudraient jouer un petit peu, on va faire un petit quiz à la fin. Voilà. Donc, ça va pas être super long non plus. Le but, c'est de pas vous charger avec des informations qui vous pourraient vous être inutiles dans l'avenir. Le but, c'est vraiment de connaître en fait notre activité, nos besoins actuels, surtout en rapatrieur, et vous découvriez un petit peu de quelques espèces pour le coup. Voilà. Alors, qu'est-ce que le centre de soins? Donc là, déjà, vous avez une photo de notre couloir. C'est là qu'on va passer une plus grosse partie de notre journée. Alors, les missions d'un centre de soins, c'est de récupérer la faune sauvage blessée, en difficulté, orpheline, de les soigner et de les relâcher dans leur milieu naturel, euh, histoire de donner le maximum de reproducteurs en nature. Le but, c'est de faire perdurer les espèces, de faire perdurer le patrimoine naturel. Et donc, nous, on est un petit peu le dernier maillon de cette chaîne-là, en soignant individu par individu. Voilà. Donc là, vous avez un individu qu'on a en ce moment au centre, qui est un grand cormoran, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu. Celui-là a souffert d'une fracture. Il a eu une broche de posée. Voilà. Notre second rôle, qui est aussi un gros rôle, c'est la sensibilisation au public. Tout simplement parce que les gens ne sont pas forcément sensibilisés jusqu'au moment où ils rencontrent un animal en danger. Donc forcément, à partir de là, ils disent: ah mince, qu'est-ce que je peux faire? Quelle est la biologie de cet animal? Qu'est-ce qu'il mange? Etc. C'est là que nous, on intervient. En général, ça passe souvent par, on appelle notre vétérinaire et lui, il donne notre numéro à nous, puisqu'on est la seule structure habilitée à s'occuper de la faune sauvage. Voilà. Donc, on sensibilise beaucoup le public. Typiquement, vous avez déjà dû entendre parler de la chouette Hulotte, par exemple, qui quitte le nid avant de savoir voler, où c'est tout à fait naturel et il n'y a pas forcément besoin de l'embêter, par exemple. C'est l'exemple le plus basique, c'est l'exemple qui est souvent le plus retenu. Voilà. Nous, on fait aussi de la médiation, en fait, avec la faune sauvage, à savoir que des fois, il peut y avoir des problèmes de cohabitation entre l'humain et la faune sauvage. Je vous donne un exemple tout simple. Euh, je sais pas, les pigeons sur votre toiture qui font des déjections. Voilà. Pareil avec les chauves-souris. Si vous avez des chauves-souris dans la toiture, il y a certaines espèces, notamment la pipistrelle commune, qui communiquent toute la journée. Ça fait beaucoup de bruit quand elles sont vraiment beaucoup. Il peut y avoir des déjections qu'on appelle le guano. Voilà, des gens nous appellent des fois parce qu'ils ont cette problématique-là. Ou alors, ils font des travaux en début d'été. Peut-être que ça a dû vous arriver. Et là, bah mince, j'ai un nid d'hirondelles, qu'est-ce que je fais, quoi? Ou j'ai un nid de moineaux, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois les déranger? Est-ce que je peux les déplacer? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Voilà, donc nous, on est là pour ça. Donc on donne les possibilités, on donne aussi, on rappelle aussi la législation, puisqu'il y a des espèces protégées, donc c'est vrai que le déplacement n'est pas forcément autorisé. Donc nous, on est là pour ça, en fait, tout simplement, vous donner les connaissances pour pouvoir agir en conséquence. On a aussi un travail de veille sanitaire. Je pense que tout le monde a entendu parler de la grippe aviaire pour le dernier exemple en date, où forcément nous étions en collaboration avec l'Office français de la biodiversité, pour ceux qui connaissent, c'est un peu la police de l'environnement, et la DDPP, pour savoir comment agir face à cette crise. Voilà. Beaucoup d'animaux morts retrouvés sur les plages, certaines espèces qui ont été quand même pas mal décimées par la maladie. Donc ça s'est très bien calmé d'ailleurs en 2023. Mais nous, on est là pour ça aussi. Souvent, on peut récupérer des animaux et quand on se rend compte qu'il y a beaucoup de maladies qui arrivent en même temps, eh ben là, nous, notre rôle, c'est de dire aux administrations: attention, il y a un problème, va falloir commencer à réagir, quoi. Voilà.
Et on participe pour notre centre de soins, ce qui n'est pas forcément la même chose pour tous les centres, hein, chacun a ses activités en France. On participe à divers programmes scientifiques. Alors des fois, c'est pas forcément glamour, c'est notamment l'ANSES. On transmet les cadavres de chauves-souris. Ils font des analyses en fait sur l'encéphale pour déterminer si ces chauves-souris-là sont positives à la rage, par exemple. Pour vous rassurer, il n'y a plus de rage chez le renard depuis plusieurs décennies, pour ceux qui veulent être rassurés. Quand on a des animaux qui meurent, on peut les transmettre aussi au Muséum d'histoire naturelle. Ça leur permet aussi de développer les connaissances, de développer aussi tous les animaux qui sont présentés, puisque vous savez qu'un animal empaillé peut vieillir, etc. Donc ça permet quand même cette sensibilisation publique quand on va au Muséum d'histoire naturelle. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a le programme Pupipo. Alors ça, c'est les mouches plates. Beaucoup ne connaissent pas les mouches plates. Nous, on les connaît bien, par contre. Euh, Ces mouches plates, en fait, envahissent les animaux. Hein. Elles sont très présentes sur les oiseaux, etc. Donc nous, on les envoie au programme Pupipo quand on arrive à les récupérer parce qu'elles sont très chiantes à attraper. Et à ce moment-là, il y a des analyses qui sont faites pour voir s'il y a des maladies, s'il y a voilà, ce genre de choses. Donc nous, on intervient beaucoup là-dessus. Euh, le petit programme qui particulièrement me fait plaisir, c'est que d'ici fin 2024-2025, on pourra recommencer à baguer les oiseaux. Comme ça, on pourra avoir un véritable suivi sur les animaux qu'on relâche. Voilà. J'ai entendu beaucoup de bips. J'imagine qu'il y a déjà pas mal de questions. On y reviendra à la fin. Alors du coup, il y a l'enregistrement. Enfin, j'ai la question du est-ce qu'il y aura une rediffusion? Je pense qu'on peut voir ça avec l'équipe de communication parce que je suis en train d'enregistrer toute la présentation. Donc je pense que ça pourrait être possible éventuellement de faire un lien sur Facebook, sur les réseaux sociaux, pour que vous puissiez revoir toute la présentation. Ça me paraît pas déconnant. Donc le centre de soins, de quoi il dispose? Donc ça, c'est l'entrée du centre. Pour ceux qui ne sont jamais venus, donc nous, on est situé sur le bassin d'Arcachon à Audange, la commune d'Audange, le domaine de Certes-et-Graveyron. Donc c'est un domaine qui est assez connu dans le coin, tout simplement parce qu'il y a tout un chemin de petites randonnées autour des bassins, donc il y a beaucoup d'animaux à voir, etc. Euh, on a aussi plusieurs structures qui sont présentes sur le domaine, le conservatoire botanique, voilà, il y a nous, la LPO. Il y a le CIBA, voilà, donc il y a pas mal de choses, dont des gestionnaires qui font partie du département. Donc il faut savoir que nous, on est sur un terrain qui appartient au Conservatoire du littoral. Donc nous, on ne peut pas faire ce qu'on veut, forcément. Et toute cette gestion est faite par le département. Ce qui fait que quand il y a quelque chose qu'on voudrait changer, etc., bah forcément, on pose la question, est-ce qu'on a le droit de faire ci, est-ce qu'on a le droit de faire ça? On est sur une convention d'occupation, en fait, qui est sur plusieurs années, d'ailleurs, qui se termine là en fin 2024 et qui est renouvelée, du coup, pour 8 ans encore. Et chaque 8 ans, on la renouvelle. Voilà. Donc, du coup, tac. Le centre de soins dispose d'abord de boxes d'accueil. Donc, les boxes d'accueil, à quoi ils servent? Ben, comme tout être humain, il y a des fois où on n'est pas là, on est parti se coucher. Du temps de midi, on prend la pause déjeuner. Donc ces boxes d'accueil sont, vous voyez là sur la photo, il y a des cadenas, etc. Il vous est possible donc de déposer vos animaux dans les boxes d'accueil. Il y a souvent des bouillottes en hiver, des tapis chauffants, etc. pour que vous puissiez déposer, qu'ils soient au chaud et que nous, on puisse les récupérer. Donc il y a plusieurs passages par jour, de toute façon, pour qu'on puisse récupérer ces animaux-là. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Si c'est possible de fermer, ça serait super. Non, le micro est encore ouvert. Bon, tant pis, c'est pas grave. Et pour ceux qui le voient, vous voyez le box qui est tout à gauche, donc qui a l'air d'être un peu plus grand. Je ne sais pas si ma souris, voilà, le box qui est tout à gauche ici peut contenir un chevreuil mâle adulte. Hein, donc, il faut voir la taille, quoi. Donc, vraiment blaireau adulte aussi, etc., quoi. Voilà. Donc, ensuite, on a l'accueil, qui n'est pas sur la photo, tant pis. Donc, l'accueil au public qui est juste à côté. Donc c'est la seule partie visitable par le public, sachant que nous on est un hôpital, hein, donc comme un hôpital humain on visite pas, ben on visitera pas un hôpital pour la faune sauvage.
puisque ce sont des animaux sauvages qui sont donc très sensibles au stress, et le stress est une grosse cause de mortalité. Voilà. C'est aussi écrit dans la loi qu'il est interdit de faire visiter les centres de soins. Les chiens sont aussi interdits. Bon, bah, dans la partie visitable, si vous amenez un animal et que vous avez votre chien, c'est pas grave, il est juste dans l'accueil, c'est pas un gros problème. Mais voilà, il n'y aura pas d'animaux de compagnie, d'animaux domestiques dans la partie du centre. Voilà. Ensuite, nous allons avoir l'infirmerie. Voilà. Donc l'infirmerie, vous voyez, elle est composée d'une table en fait, infirmerie slash salle opératoire slash salle de radiologie. Donc vous avez cette table-là qui est un petit peu comme un hôpital, hein, elle est réglable, voilà, comme dans les cliniques vétérinaires. Le placard avec tous les consommables de soins. Derrière, nous avons le placard de médicaments. Une couveuse pour les animaux qui arrivent et qui sont en état très très faible. Un frigo pour tous nos médicaments qui sont ouverts. Donc cette salle-là, c'est un peu, on a un petit peu de chance parce qu'on a la chance d'avoir cette grande salle. Là où on fait un peu système D, hein, comme beaucoup de centres de soins, c'est que bah voilà, de temps en temps, bah, va falloir tout redétoyer, tout vider, et ça va être notre salle de chirurgie. Et ça va être aussi la salle de radiologie. Donc en fait, cette salle est beaucoup utilisée, elle est très prise. Et à partir de là, bah, on ajuste en fait comment vont les choses, quoi. On a une salle en fait au fond du centre. Je vous parle aussi de nos projets parce que c'est intéressant à savoir, qui est utilisée comme laboratoire pour le moment, et on envisage de la rendre salle de chirurgie. Comme ça, l'infirmerie, l'accueil des animaux n'est pas dérangé pendant qu'il y a une chirurgie en cours. Voilà. Donc ensuite, nous avons une salle pour chaque type d'animaux. Donc là, c'est la nurserie qui commence à être remplie puisque nous avons accueilli nos premiers écureuils, premiers bébés lièvres. Paul, corrige-moi, est-ce qu'on a accueilli d'autres bébés? Non, pour l'instant, c'est tout. Bébé écureuil, bébé lièvre, ce sont les premiers en général qui arrivent chaque année, c'est tout à fait normal. Ils arrivent toujours très très tôt, même quand il fait froid. Donc vous voyez, on a une couveuse là sur la photo, mais en réalité, il y en a deux. Il y a pas mal de box, il y a un petit tableau pour les nourrissages, parce que chaque animal doit être nourri à certaines heures. Je vous donne un exemple. Un jeune moineau qui arrive tout rose, il devrait être nourri toutes les demi-heures, quoi. De 7 heures à 23 heures, du lever au coucher du soleil, par exemple. Un jeune écureuil qui lui arrive rose devra être nourri toutes les 2 heures. Voilà, même la nuit, pour le coup. Donc voilà, la plupart du temps, on essaie de régler nos horaires en fonction. Voilà. 2022, je me rappelle, on avait 300 animaux, 300 juvéniles dans cette pièce. Donc voilà, c'est une pièce où il fait très chaud, il y a beaucoup de bruit. On a un autre centre de soins qui nous a fait part de certaines informations quand eux, ils ont leurs jeunes, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de mesurer les décibels. C'est comme si vous mettiez la musique à fond dans votre casque, en fait. Ça peut avoir des répercussions sur la qualité de votre audition. Donc nous, cette année, par exemple, on a prévu d'avoir des boules caisses pour éviter de perdre l'ouïe, ça serait quand même sympa. Voilà. Donc là, on a une stabilisation oiseau. Stabilisation oiseau, c'est que pour les oiseaux. Donc, quand l'animal arrive dans l'infirmerie, on fait un examen clinique. Si on peut, on pose un diagnostic. Et après, cet animal est mis dans une pièce qui lui correspond. Donc là, une stabilisation oiseau. Là, on va y mettre vraiment tous les oiseaux qui passent, hein. Là, vous avez en photo un petit étourneau qui est encore en soins actuellement. On va y mettre les rapaces. Voilà, chacun a sa petite pièce. Là, j'ai pris en photo, voilà, les tourneaux parce que en ce moment, en hiver, c'est le seul animal de la pièce, mais ça va très très vite se remplir. Voilà. On a aussi la stabilisation mammifère que j'aime bien appeler avec amour stabilisation hérisson, puisqu'il n'y a que des hérissons dans cette pièce à chaque fois. Les écureuils sont souvent des juvéniles, donc ils sont souvent mis directement en nurserie ou dans la pièce que je vous présenterai à côté, après. Donc là, on a vraiment beaucoup de hérissons, hein. En 2023, on a reçu 806 hérissons. Donc ça circule beaucoup. Donc on a des hérissons qui ont n'importe quelle cause d'accueil, hein. Ça peut être du ramassage jeune, donc ils passent en nurserie et après ils passent dans cette salle-là. On va avoir des hérissons qui ont pris la débroussailleuse, donc qui ont des grosses blessures. D'autres qui sont issus de prédation chien, donc aussi de la blessure, de la peau arrachée, etc. Donc, on va avoir un bon paquet de diagnostics différents
concernant les hérissons. C'est vrai que c'est une espèce qui est très présente dans tous les centres de soins quasiment, euh, et qui donc demande beaucoup d'investissement. Là, on a la salle polyvalente. Donc, c'est là qu'on va mettre nos grands animaux, les animaux les plus fragiles. Voilà. Notamment les chevreuils. Donc, non seulement ils sont grands, mais en plus, on parle de myopathie. Le myopathie, en fait, c'est une problématique causée par le stress. Et eux, ils sont très fragiles. Nous, on blague souvent en disant, bah, il suffit de leur souffler dessus et en fait, ils sont en panique totale, quoi. Ce qui est à peu près le cas. Donc c'est pour ça qu'ils sont mis dans cette pièce qui est très au fond du couloir, que vous avez vu précédemment. Et du coup, ça leur évite le maximum de bruit. En général, ce sont que les soigneurs qui s'en occupent de ces animaux-là, parce que justement, nous, on a la maîtrise, on sait faire la contention, on sait qu'il ne faut pas parler, on sait quoi faire pour éviter la mortalité. Voilà. Donc là, il va y avoir aussi les renards, qui sont des espèces dangereuses, hein, finalement. Donc c'est vraiment que les soigneurs qui vont s'en occuper aussi. En ce moment, on a une cistude. Donc, c'est pas l'animal qui a besoin de plus de calme, mais c'est que là qu'on peut le mettre. Voilà. Et la dernière salle intérieure du centre, ça va être les piscines. Donc là, ce sont pour tous nos animaux qu'on appelle pélagiques, c'est-à-dire les oiseaux marins, ceux qui vivent en mer. En ce moment, on est assez chargé sur le guillemot de Troil, pour ceux qui veulent faire la recherche. C'est un espèce de petit pingouin. Voilà. Avec les tempêtes, en plus, je pense que ceux qui viennent de la Gironde, vous avez bien senti le vent, la grêle hier, etc., nous arriver dessus. Donc là, voilà, nous, on a pas mal d'appels pour ces animaux-là. Voilà, la période hivernale, en général, c'est la période des tempêtes, donc on est plutôt habitué. Voilà. Là, nous avons les volières intérieures. Donc nous, on appelle ça l'étage, hein, puisque en fait, vous avez en bas la porte d'entrée du centre. Je ne sais pas si vous voyez bien ma souris. Et en fait, quand vous arrivez de l'extérieur, vous voyez toute cette partie-là, là, tout ça, ce sont des volières intérieures. On voit la paille là qui déborde. Donc là, on va y mettre des animaux qui n'ont plus besoin d'être surveillés en permanence, mais qui ont quand même besoin de se réhabiliter doucement. Donc là, ce sont des pièces qui sont un petit peu plus petites, hein, forcément. Ce ne sont pas des vraies volières. Ces animaux-là peuvent être déposés là et donc pouvoir suivre un cheminement normal. Voilà. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit un petit oiseau perché. C'est un pigeon ramier. Voilà. Et nos volières extérieures. Donc là, nous, pour l'instant, on en compte 8, dont le taquet loutre, qui n'est pas en photo parce que bon, bah, il est très loin dans la forêt. Donc on a une grande volière là qui mesure 20 mètres, plus d'autres petites volières. Et ça, c'est une volière mammifère. Donc elle est faite exprès pour les blaireaux, les renards, etc. Donc bien décaissée, avec du grillage pour éviter qu'ils s'échappent, ce genre de choses, quoi. Voilà. Donc ça, c'est l'étape finale de la réhabilitation d'un animal, d'un oiseau particulièrement. C'est juste avant le relâcher. Voilà. Toujours pareil, dans les projets, moi j'ai un projet de réflexion. En fait, je le dis clairement, je n'aime pas mes volières. Ça, c'est mon côté professionnel qui parle. Donc en fait, je suis en projet à essayer de voir en termes de financement, etc., comment tout enlever et refaire entièrement. Parce que moi, je pense que l'espace n'est pas assez utilisé. Voilà. Donc j'ai prévu, par exemple, un enclos exprès pour les fans de chevreuil que nous recevons chaque année. On les reçoit par dizaines, hein, donc ils ont besoin d'un enclos qui leur est propre. Une volière plus grande pour la réhabilitation des grands oiseaux. Bon, en Gironde, nous, les grands oiseaux, ça va être plutôt le maximum un circaète Jean Leblanc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, donc c'est pas du vautour, hein. Pouvoir faire 2 volières mammifères, puisque des fois on reçoit les chouines, les martres, etc., qui elles ont besoin aussi d'être dans une volière mammifère, mais qui est souvent déjà occupée par du renard ou du blaireau. Voilà. Donc c'est à peu près tout ça. Du coup, pour l'équipe est composée de un responsable capacitaire, donc Bibi, c'est moi. Qu'est-ce que c'est qu'être capacitaire? Alors être capacitaire, c'est avoir l'autorisation légale de s'occuper des animaux. C'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine expérience. Avoir un centre de soins ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il faut avoir pas mal d'expérience. Donc, avec les espèces qu'on demande, techniquement, c'est 2 ans en 35 heures qu'il faut avoir. Mais on sait très bien, quand on est soigneur, que c'est beaucoup plus, puisqu'il faut pouvoir toucher le maximum d'espèces et que les espèces viennent par période. Pour ceux qui connaissent les hirondelles, c'est des migratrices, donc elles ne sont pas là toute l'année.
Voilà. Donc, avoir ce certificat de capacité, ça nécessite aussi de la rédaction d'un dossier, d'un gros dossier, qui est ensuite présenté à une commission. Donc, c'est un peu repasser son bac, donc repasser devant un jury, faire un oral et avoir des questions, notamment sur la législation, donc bien prouver qu'on connaît sa législation relative à la faune sauvage, hein, et au centre de soins. Voilà, donc c'est une épreuve à passer, mais elle se passe. Voilà, donc en général, dans un centre, il y a un capacitaire. Et pour ceux qui ont de la chance, bah, il peut y en avoir plusieurs, mais c'est vrai que c'est pas délivré très facilement. Voilà. Il y a aussi une coordinatrice. Donc c'est elle qui va gérer souvent donc tout ce qui est en rapport avec les bénévoles, hein. Nous, on a la chance d'avoir pu comment dire séparer les secteurs. Donc moi, j'ai bien mon poste de responsable. J'ai une coordinatrice qui va s'occuper de comment gérer les bénévoles, c'est-à-dire regrouper les adresses mail, faire les appels sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Il va y avoir aussi la rédaction de la lettre d'info pour ceux qui sont déjà bénévoles, qui reçoivent chaque mois. Donc pour avoir des informations sur ce qui se passe en ce moment dans le centre, les demandes qu'on fait, etc. Euh, voilà, on va avoir pas mal de choses, la tenue de la base de données, etc. Donc, c'est vraiment un gros, c'est un poste primordial, quoi. Voilà. On va avoir un assistant de coordination. Donc, c'est Paul que je vous ai présenté et qui est en photo aussi sur le PowerPoint. Euh, on va avoir une vétérinaire. Donc, on a la chance d'être le premier centre à avoir embauché une vétérinaire exprès pour la faune sauvage. Alors pourquoi je dis ça? Il existe des cliniques vétérinaires qui ont créé des assos et qui ont créé un centre de soins, donc qui sont gérés par des vétérinaires. Mais eux, c'était vraiment des écoles déjà. Nous, on a eu la chance de l'embaucher pour la faune sauvage. Voilà. On va avoir 2 soigneurs animaliers permanents. Donc j'ai un chef soigneur et une soigneuse animalière qui est, félicitations, est passé en CDI il y a quelques jours. 3 soigneurs animaliers, donc ce sont des soigneurs animaliers en contrat aidé, donc c'est vrai que ça tourne finalement. Pour ceux qui connaissent le contrat aidé, qui connaissent pas, pardon, ce sont des contrats qui durent 1 an à peu près, euh, qui sont oui ou non renouvelables. On n'a pas toujours la main dessus. Et donc ces gens-là, bah, en fait, c'est juste que l'État paye une partie de leur salaire. Sinon, en termes de salariat, nous, ça nous fait pareil, c'est un 35 heures. On a la chance d'avoir du coup au total 5 soigneurs en 35 heures. Ce qui n'a pas été toujours le cas. Voilà. On a 5 volontaires en service civique en ce moment, bientôt 6 au 1er mars. Donc eux, ils sont en 28 heures, il reste 8 mois. Voilà. Des bénévoles soins et rapatrieurs. Voilà, donc ce sont les bénévoles soins, c'est des gens qui habitent à côté, qui peuvent venir régulièrement, une fois par semaine, ce genre de choses. Contrairement aux éco-volontaires, on a souvent la question de qu'est-ce que c'est la différence, un éco-volontaire. On ne va pas développer l'éco-volontariat, donc je le développe maintenant. Un éco-volontaire, c'est quelqu'un qui, entre guillemets, signe un contrat pour être là entre 2 semaines et 2 mois. Voilà. Donc cette personne est souvent hébergée ou doit chercher un hébergement si tous les hébergements sont pris. Et cette personne reste en 35 heures sur la structure pour nous aider pendant tel temps. Nous, on fait minimum 1 mois. Je vous donne un exemple. Le centre de soins de la LPO PACA, nous, on fait minimum 2 semaines et la LPO PACA, c'est minimum 1 mois. Voilà, donc ça va dépendre du centre dans lequel on veut aller. Voilà. Hop. Alors, les espèces accueillies. Donc nous, contrairement à ce qui est pensé, puisque Ligue de protection des oiseaux, on accueille tout, oiseaux, mammifères, reptiles et amphibiens. C'est-à-dire que moi, donc, je suis capacitaire sur tous les animaux de la France métropolitaine. Sauf les lynx, les loups, les ours, enfin, les animaux qui sont pas susceptibles d'être accueillis. C'est des animaux ça serait compliqué. Le centre de soins, lui, avec son autorisation d'ouverture, donc va pouvoir accueillir tous les animaux, sauf les cerfs et les sangliers. Pourquoi? Parce que ce sont des grandes espèces qui sont dangereuses, qui nécessitent des contentions particulières, souvent d'être endormies pour être traitées, et on n'a pas non plus les structures adaptées pour. Ce sont des espèces qui sont relativement bien destructrices et qui donc nécessitent des structures qui sont vraiment adaptées, quoi. Voilà. En revanche, quand les gens nous appellent, on peut rediriger vers d'autres associations qui, eux, les prennent en charge. Voilà. Typiquement, les sangliers, il y a une association qui s'est ouverte l'année dernière qui s'appelle Touche pas à mon popote. Voilà.
Donc là, pour les espèces accueillies, donc, je vous ai donné quelques exemples là en photo pour les oiseaux. Donc, l'oiseau tout noir, c'est un fou de bassan, donc un oiseau qu'on appelle pélagique, donc oiseau marin. Là, nous avons une juvénile de buse variable. Donc la buse est très connue en général. Et celui-là est un petit peu moins connu et encore plus discret, c'est un engoulevent d'Europe. Voilà, donc c'est une espèce migratrice. Pour les mammifères, notre fameux hérisson, que tout le monde connaît et tout le monde adore. Une petite belette, ça c'est mes bébés. J'adore mes petites belettes. Hop, et là nous avons un renard en plein soin. Donc là c'est un renard qu'on avait accueilli en 2022 au moment des incendies. Donc voilà, il n'allait pas de brûler. Donc quand vous allez être bénévole ou bénévole transporteur, c'est le genre de choses que vous voyez en fait, ce genre de blessure. Voilà, c'est quelque chose avec lequel vous êtes en contact assez régulièrement finalement. Pour les reptiles, nous avons là une cistude d'Europe et là une couleuvre helvétique qu'on appelle aussi couleuvre à collier. Et pour les amphibiens, une petite salamandre tachetée. Voilà, ça va être le genre d'espèce qu'on va accueillir. Voilà, donc il ne faut pas être étonné, on a beaucoup de ce genre-là. En revanche, à ne pas confondre faune sauvage et la faune domestique, les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, on a souvent des appels pour des perruches, ce genre de choses. Ça reste de l'animal de compagnie. Une buse de Harris, qui appartient donc à un fauconnier, c'est un animal domestique pour le coup, même si par rapport à notre faune métropolitaine, c'est sauvage. Voilà, c'est là qu'il faut faire une certaine distinction. Donc nous, de toute façon, on est toujours là au téléphone pour dire voilà qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, quoi. Alors, le bénévolat soin, en quoi ça consiste? Donc pour le coup, le bénévolat soin, donc nos bénévoles vont venir 1 à 2 fois par semaine. C'est le minimum qu'on demande, c'est une demi-journée par semaine. Voilà, quand il y a une inscription, ça va être une journée d'essai entière, donc il faut faire le matin et l'après-midi puisque ce sont 2 passages assez différents. Le matin, c'est vraiment changer les litières, le nourrissage, changer les gamelles, apporter les animaux en soins pour qu'ils puissent recevoir leur médication si besoin. Et l'après-midi, c'est beaucoup de rangement, réadaptation, nettoyage de volière pour pouvoir faire circuler les prochains animaux, quoi. Vraiment, c'est ça. Et en hiver, c'est toujours ranger, trier, nettoyer, limite matin et soir, puisqu'on a moins d'animaux en hiver, pour que l'été se passe au mieux. Voilà. Donc ces bénévoles-là sont très actifs, ils sont beaucoup là. Je le citerai juste, là, c'est Didier qui vient 1 fois par semaine, une matinée par semaine. Voilà. Donc le bénévole soin, il va se participer à la surveillance régulière des animaux, puisque finalement, ils seront plus en contact au moment justement du matin de changer les litières, etc. C'est eux qui vont pouvoir nous prévenir s'il y a un problème, s'il y a des sécrétions qui sont différentes, particulières, et donc nous, on pourra agir en fonction derrière. Voilà. Il va y avoir la gestion du nettoyage, les rations données aux animaux, comme j'ai dit, l'aide à l'entretien et à la propreté des structures, et enfin la participation au relâché. Ce qui est important, parce qu'un bénévole ne vient pas nous aider juste pour pouvoir nettoyer du caca et après s'en aller. Nous, on aime bien les faire participer au relâché. On essaie de faire relâcher aussi aux bénévoles rapatrieurs, ce qui est un peu plus compliqué malheureusement puisqu'ils viennent de loin. Mais voilà. Hop. Le bénévole rapatrieur. Alors, le bénévole rapatrieur, son rôle, c'est tout simplement, je vous explique, quand on a un appel, c'est souvent quelqu'un qui découvre l'animal, donc nous, on appelle ça un découvreur. Le découvreur, en fait, souvent, on demande à ce qu'il nous amène directement l'animal. Des fois, bah, ils sont trop loin, puisqu'il faut savoir que nous, on s'occupe quand même de la Gironde, qui est un grand département, de la Dordogne, du nord des Landes, du sud des Charentes, donc Charente et Charente-Maritime. Donc, on couvre une sacrée grande surface, quoi. Donc, souvent, les gens ne peuvent pas forcément faire tout le chemin. C'est là que nous, on a des cliniques vétérinaires partenaires. Donc, ces cliniques vétérinaires partenaires récupèrent les animaux. Donc là, nous, ça nous permet de rassembler tous les animaux au même endroit. Et là, on a un bénévole rapatrieur qui va chercher ces animaux. Soit nous les rapproche dans une autre clinique vétérinaire partenaire, soit nous les amène directement au centre. Voilà. Donc, ces bénévoles rapatrieurs vont faire de la sensibilisation auprès des publics rencontrés. Souvent, bah, on rencontre les gens qui attendent dans les cliniques vétérinaires pour leurs animaux de compagnie. Oh, c'est quoi que vous récupérez? Bon, voilà, il y a pas mal de choses qui sont faites. Les bénévoles rapatrieurs, c'est selon leur disponibilité. Attention, parce qu'il faut rappeler que ce sont bien des bénévoles, donc ils ont une vie, hein.
Il y en a qui nous disent, ben, moi, je suis disponible que du lundi au jeudi, ou il y en a qui disent, ben, moi, je suis disponible que le week-end. On fait aussi selon les possibilités géographiques. Il y en a qui nous disent, ben, écoutez, moi, je suis disponible qu'à l'est de Bordeaux. Je suis disponible que sur le bassin d'Arcachon. Voilà. Donc forcément, on prend en compte tout ça et nous, on envoie les demandes en fonction. Donc c'est là que j'arrive au SMS commun. Euh, Nous avons à peu près 300 bénévoles d'inscrits. Donc c'est vrai que quand il y a des animaux à les récupérer en clinique vétérinaire, c'est assez compliqué d'appeler tout le monde et de dire est-ce que toi tu es dispo, est-ce que toi tu es dispo? Ben, finalement non. Ce qu'on fait, c'est qu'on a nous un site internet, enfin une application on va dire, qu'on appelle l'appli Rapat. Donc qui nous permet par ordinateur de créer le SMS, de sélectionner les personnes à qui on veut envoyer ce SMS. On fait envoyer, ça nous amène au téléphone portable, on valide le SMS et en fait, il est envoyé à tout le monde. Donc, ce qui est demandé en général, c'est si vous êtes disponible, vous nous répondez. Si vous n'êtes pas disponible, bah, vous avez le choix de ne pas répondre ou juste de nous dire non. Voilà, tout simplement. Donc, ça évite effectivement que nous, on ait à appeler 300 personnes à chaque fois en disant voilà, et de perdre beaucoup de temps, sachant que je ne l'ai pas forcément mis dans le PowerPoint, mais pour notre centre de soins, on accueille plus de 5000 animaux par an. 2022, on a accueilli 5331 animaux et 2023, 5041. Donc la différence se fait parce qu'il y a eu les canicules en 2022. Euh, donc du coup, pour ça, moi, j'ai prévu de remettre en fonction les formations puisqu'elles avaient été arrêtées à cause du Covid. Donc en fait, chaque année, je vais faire 1 à 2 sessions de formation pour les nouveaux bénévoles ou les bénévoles qui veulent se remémorer certaines choses pour pouvoir rappeler les règles, notamment par exemple ne pas ouvrir le carton dans la voiture, bien sécuriser tout ça, le scotch, etc. Bien percer des trous pour laisser passer l'air. Toujours mettre du papier journal ou une serviette pour éviter qu'il glisse. Les méthodes de contention si, par exemple, le vétérinaire n'avait pas de carton et qu'il faut le passer d'une caisse de transport à un carton, ce genre de choses. Voilà. Ce que j'aime faire aussi, ce que j'ai fait l'année dernière et que je referai cette année, c'est 2 demi-journées de rencontres au centre de soins pour les bénévoles soins et les rapatrieurs. Parce que c'est important que vous soyez en contact aussi avec toute l'équipe du centre de soins, parce que j'ai remarqué qu'on était pas mal détachés malheureusement, parce qu'on ne vous voit pas tout le temps. Donc là, c'est quand même l'occasion avec Auberge Espagnole, tout le monde participe, salariés, bénévoles, pour pouvoir communiquer. Ça, les gens en profitent pour poser toutes les questions qu'ils ont à poser. Enfin voilà, c'est pour renouer en fait ce lien associatif qui s'est perdu malheureusement à cause du Covid. Voilà. Euh, à savoir que si jamais vous êtes intéressé et que vous vous inscrivez en tant que bénévole rapatrieur, il y a une énorme demande en période estivale. Encore une fois, on est sur 5000 animaux accueillis. Donc ça fait 900 animaux au mois de mai, 800 au mois de juin et encore 900 au mois de juillet. Donc il faut savoir que voilà, Jacqueline pourra, je vais lui laisser la parole justement après avoir fini ma phrase, vous dire qu'effectivement, il y a une énorme demande en période estivale. Il y a des demandes en période hivernale aussi, hein. Mais voilà, il faut être présent ou non, hein, selon vos disponibilités. Mais à partir du moment où l'été commence, vous allez vite vous en rendre compte. Vous allez être pas bombardé, mais il y a beaucoup de SMS qui passent dans la semaine, quoi. Voilà. Du coup, Jacqueline, si tu veux dire quelques mots, on Alors, t'écoute. d'abord, vous m'entendez? Vous Très bien. m'entendez? Bon, donc d'abord, je tiens à m'excuser parce que tout à l'heure, j'ai eu un problème de connexion. Donc, je ne sais pas, Cassandra, si tu m'as posé des questions, mais en tout cas, Pas du tout, t'es bon, bon. bon, d'accord, ça marche. Donc, écoutez, moi, je suis bénévole rapatrieuse, donc depuis, c'est la 8e année maintenant. Je me suis engagée parce que pour moi, la faune sauvage, la préservation de la biodiversité, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et malheureusement, comme vous l'entendez un peu à droite et à gauche, c'est pas la joie en termes d'écologie, de préservation de la biodiversité à l'heure actuelle. Bon, donc je me suis engagée parce que d'abord, j'avais commencé un peu à être bénévole au centre de soins
au centre de soins. Et effectivement, habitant sur Bruges, bon, je mettais pas mal de temps pour me rendre au centre à des heures où la rocade était quand même un peu bloquée. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de devenir bénévole rapatrieuse, ce qui me permettait de choisir un peu le temps, le moment dans la journée où je prenais la route et éviter ainsi les embouteillages. Donc, je suis bénévole rapatrieuse. Donc, en général, je fais un rapatriement par semaine, mais quelquefois deux. Comme le disait Cassandra tout à l'heure, bon, je reçois un SMS et si effectivement je suis dispo, je réponds en disant voilà, je peux prendre en charge telle clinique ou telle autre. Et en général, bon, j'organise un petit périple. Par exemple, cette semaine, je suis d'abord passée par Bruges, ensuite je suis allée à Saint-André-de-Cubzac, ensuite je suis allée à Saint-Sulpice-et-Camérac, puis Léognan, puis Le Haillan, puis Audange. Voilà, ça c'est un peu le parcours que je qualifierais de type quand je fais des rapatriements. Donc effectivement, les cliniques vétérinaires, bon, en général, on tisse des contacts qui sont très, très sympathiques. Et puis, ils essayent au maximum de prendre soin des animaux en attendant qu'on les récupère et qu'on les achemine vers le centre de soins. Et puis après, effectivement, il y a le déplacement jusqu'au centre où il peut y avoir quelques petites péripéties du style, bon, un chevreuil dans le coffre qui est en train qui tape avec ses sabots contre la carrosserie, du style une pie qui sort de son carton parce que le carton n'était pas suffisamment fermé et qui m'accompagne tout le long du chemin de Saint-Jean-d'Illac jusqu'à Audange en se baladant sur la lunette arrière. Bon, du style un gros hérisson qui, à marche prime, s'installe sur mon levier de vitesse, donc nécessité de le remettre dans son carton. Enfin, ça, c'est les petits aléas, mais c'est rigolo, quoi, voilà. Et donc, voilà un peu en quoi consiste cet engagement de bénévole rapatrieur. Je ne sais pas, Cassandra, si j'ai répondu à la question, s'il y a des questions. Enfin, voilà, je suis à votre dispo. Alors du coup, effectivement, les questions seront posées aussi à Jacqueline hein, pour la fin. Vous pouvez les garder aussi. Il n'y a pas de souci. Vous hésitez pas à écrire dans Q&R. Moi, je rajouterais que Jacqueline est un petit peu modeste. On l'a vu 3 à 4 fois par semaine, hein. Non, non, là, non, là, tu exagères. 2 fois maximum, d'accord. Ok. Je me souviens d'une fois où on t'a vu 3 fois, quand même. Ah, je ne sais pas, il devait y avoir autre Euh, chose alors. Hmm. Voilà. Après, voilà, dans le cas de Jacqueline, c'est quelqu'un qui arrive facilement à faire tout le tour des cliniques, effectivement. Donc, quand on a un gros problème et qu'elle nous répond, OK, je suis dispo, on a souvent un souffle de liberté parce qu'on se dit, ah, c'est bon, ils vont tous arriver. Après, voilà, comme elle l'a bien précisé, personne n'est obligé de faire toutes les cliniques autour de Bordeaux ou toutes les cliniques depuis la Dordogne. Voilà, c'est vraiment en fonction de chacun. Encore une fois, c'est bénévolement, donc le choix vous appartient encore une fois. Voilà. Et Jacqueline, si tu l'as bien précisé, donc il y a le SMS qui est apporté, et puis après, vous avez toujours la possibilité de discuter encore avec la personne en coordination ce jour-là. Donc, En Jacqueline, si général, tu veux rajouter quelque chose? voilà, en général, ce que je fais, moi, c'est que de toute manière, je tiens au courant Paul, par exemple, s'il est à l'accueil, hein, de mon itinéraire, hein, en lui disant. Alors, ce qu'il faut faire aussi, et je pense que ça, c'est important de le dire, c'est qu'on appelle les cliniques avant de s'y rendre. Parce que moi, habitant Oui. Bruges, par exemple, je ne vais pas aller à Saint-André pour me promener. Donc, j'appelle en général la clinique avant pour savoir si effectivement l'animal est toujours vivant. Parce que malheureusement, s'il est arrivé la veille, il se peut que la nuit n'est pas porté conseil et qu'il soit mort le lendemain matin. Voilà, tout simplement. Donc, on ne va pas se lancer sur la route quand on sait que malheureusement l'animal peut être décédé. Voilà, tout simplement. Voilà, parce qu'effectivement, qu'on soit bénévole soin ou rapatrieur, il faut garder en tête qu'effectivement, la mortalité existe. Elle est bien là. Comme dans un hôpital normal, hein, si les gens peuvent mourir d'un accident de voiture, ben, un animal qui effectivement se fait taper par une voiture peut aussi décéder. Donc il faut savoir aussi que des fois, on peut récupérer un animal qui est vivant en clinique vétérinaire. Une fois arrivé au centre, on ouvre le carton, ben, il est décédé malheureusement.
Le rapatriement a été fait le plus vite possible. Donc voilà, il ne faut jamais prendre ça pour soi. Hein, c'est jamais la faute de qui que ce soit. C'est la vie et la mort. C'est comme ça que ça fonctionne. Euh, donc voilà, c'est aussi, voilà, comme l'a bien dit Jacqueline, nous aussi, on prend effectivement le temps d'appeler les cliniques vétérinaires encore en amont pour être sûr que les animaux sont toujours là. Voilà, s'il y a toujours autant d'animaux, quels sont les animaux qui sont là. Voilà, aussi prévenir les gens parce que si on leur dit, écoute, va chercher un pigeon. Arrivé là, ils se retrouvent avec un chevreuil alors qu'ils conduisent une Twingo. C'est vrai que c'est pas la même chose, quoi. Voilà, c'est pas la même chose. Voilà. Est-ce que Jacqueline, t'as une petite anecdote à raconter, un petit truc Bah, de toute manière, je vous ai raconté quelques anecdotes tout à l'heure. Bon, c'est vrai que il y a des fois où j'ai quand même été très inquiète parce que je savais qu'effectivement l'animal ou les animaux n'étaient pas en forme. Et donc, c'est vrai que je dis quelquefois en rigolant, mais je me trouve finalement que, étant donné l'état de la faune sauvage à l'heure actuelle, on devrait peut-être avoir des gyrophares pour aller plus vite sur la route. Parce que c'est vrai qu'on est inquiet pour les animaux qu'on transporte quelquefois quand on sait pertinemment qu'ils ne sont pas très en forme. Voilà, ou quand ce sont vraiment des tout petits, je me souviens de deux petits blaireautins que je transportais, qui, à la limite, ont pleuré tout le long du chemin. Enfin, et puis je me disais, est-ce qu'ils vont arriver entiers? Ils avaient été trouvés à côté des rails de chemin de fer et leur maman était morte à côté. Voilà, tout simplement. Donc, on fait en sorte qu'ils arrivent le plus vite possible afin d'avoir toutes les chances de continuer leur vie voilà, normalement. Voilà. Et effectivement, quand il y a ce genre d'urgence, c'est-à-dire des tout petits roses, des animaux qui ont des urgences absolues, hein, on le met dans le SMS, effectivement. Surtout en été, quand il y a beaucoup de petits animaux qui sont roses, pas poilus, pas plumés, rien du tout, qui ont besoin d'une chaleur tout de suite, d'être nourris tout de suite. Enfin, vraiment, il y a des moments où c'est vraiment urgent. Voilà. Je pense qu'on en a dit beaucoup sur le bénévolat rapatriement. Moi, j'ai rien à rajouter. Jacqueline, c'est bon? Oui, et à part s'il y a des questions, hein, moi je suis à votre disposition. Voilà, il y en aura à la fin, je pense. Donc, on pourra y répondre ensemble. D'accord. Voilà. Donc, je vous ai prévu un petit quiz. Là, c'est Paul qui va regarder. Ou alors, vous pouvez allumer vos micros pour pouvoir essayer de deviner quels animaux je vous présente. On va en faire 4. Comme ça ne va pas durer 30 ans non plus. Hein. Je pense qu'un dimanche, il y a un moment donné, vous aimeriez bien avoir votre repas en famille, ce genre de choses. Donc, c'est parti. S'il y en a qui veulent ouvrir leur micro pour pouvoir répondre et deviner, c'est parti, c'est le moment. Alors, qui suis-je? Une chouette. Ouais, une chouette. Soit-il Allez, c'est bon, trouvé. Voilà, chouette ulotte juvénile. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelque chose du coup sur la biologie de la chouette ulotte? Ça se nourrit de micro-mammifères. Hein, ouais, voilà, de petits Ouais, mammifères. carrément, qu'elle ouais. ne sait pas nager, qu'elle ne sait pas voler quand elle tombe du nid. Voilà, exactement. Exactement. La chouette ulotte a la particularité de descendre, de tomber du nid avant de savoir voler. Donc, quand elle est hors du nid par terre, elle a cette tête-là. Donc, très souvent, les gens les croient en danger puisqu'elle est encore totalement en duvet. En fait, non, c'est tout à fait normal. Donc, les parents continuent d'aller la nourrir. Nous, ce qu'on recommande en général quand c'est trouvé à un endroit où il y a des chats, etc., c'est juste de prendre un petit carton et de la remettre en hauteur sur une branche ou dans le carton ou dans un truc histoire qu'elle soit juste protégée. Mais il n'y a pas besoin de la remettre dans le nid. Les parents vont aller s'en occuper quand même. Attention à ne pas confondre avec la chouette effraie qui, si jamais elle tombe du nid, c'est une prise en charge automatique. Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours nous appeler, c'est que d'une chouette à l'autre, c'est différent. Voilà. Deuxième espèce, un peu plus dur. Un G, non. Une pique et pêche peut-être? Ah voilà, ça a été dit. Huppe-facier. Ah voilà. Voilà. Et ouais, j'ai fait exprès. J'ai fait exprès. Moi, je suis pas cool hein, quand je fais les devinettes. Hein. Je savais que certains allaient demander piqué pêche parce qu'effectivement, ce petit blanc là, voilà.
Un petit truc sur la biologie de la huppe. Se nourrit dans le sol, ouais, enfin, voilà. Ouais, exactement. C'est une espèce migratrice, peut-être? Voilà, c'est migrateur. C'est migrateur, donc elle va revenir au printemps. À savoir que justement, avec les changements climatiques, elle commence à être hivernante dans le sud de la France. J'ai des amis qui habitent dans l'Hérault, ils m'ont dit ça y est, elle reste pendant l'hiver. Ouais. Voilà, donc les changements climatiques commencent à impacter certaines espèces. Est-ce qu'elle vient d'Afrique ou pas? Alors oui, elle migre par là-bas, ouais. Alors quel pays exactement, je ne saurais plus vous dire, parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui migrent en Afrique, mais voilà, effectivement. Next. Alors, Une belette. Martre des pins. oh, dis donc, martre des pins direct, quoi. Vraiment, pas cool, faut laisser les autres réfléchir. C'est faux. Une petite martre. Donc là, c'est une juvénile qu'on a reçue, qui était juste en transition biberon nourriture à la gamelle, quoi. Voilà. Un petit coup de biologie. Se nourrit de mammifères, de petits mammifères aussi. Ouais, voilà. Ouais. Donc, Elle est Elle est carnivore. omnivore. Ouais. On la confond avec quelle espèce bien souvent? Fouine. La fouine. Voilà, exactement. Est-ce que quelqu'un connaît une différence entre la fouine et la martre? vu Il me plutôt dans semble que les c'est au arbres. niveau de la morphologie sur la tête. Ouais, il y a ça, effectivement. La martre aura un faciès qui est légèrement plus rond, effectivement. La fouine aura un museau un tout petit peu plus avancé. Et puis, il y a la tache aussi sur le poitrail. Voilà. Là, je ne pourrais pas vous le décrire puisqu'effectivement, j'ai pas les images pour bien vous le montrer. On va dire que le poitrail de la martre est plus jaunâtre, alors que la fouine, ça va être assez blanc. Voilà. Et quand on les a côte à côte, si vous devenez rapatrieur, vous le verrez, vous serez peut-être amené à le voir, ou bénévole soin. Une fois qu'on les a côte à côte, on se rend bien compte que la martre est plus foncée que la fouine aussi. Mais c'est vrai que dans la nature, il faut trouver certaines, notamment les empreintes, etc. Il faut trouver toutes les différences pour éviter de les confondre. À savoir que la fouine, elle aura plus tendance à aller dans les maisons, alors que la martre restera un tout petit peu plus forestière aussi. Et dernière espèce, Le gecko de Mauritanie. ouais, presque. Voilà, Tarente de Mauritanie. Exactement. La particularité de cette espèce, c'est quoi en ce moment? L'aire de répartition a tendance à s'étendre de plus en plus du fait du réchauffement. Exactement, c'est exactement ça. L'espèce, normalement, est très dans le sud, hein, l'Hérault, vous savez, la paca, etc. C'est un animal qu'on retrouve beaucoup là-bas. Et bien, à cause des changements climatiques, elle est en train de se déplacer. Il y en a pas mal à Bordeaux. Nous, on l'a appris. Ouais, voilà, exactement. Elle est en train de se déplacer, mais bien, quoi. Et nous, on n'était pas forcément au courant. Et on nous appelle il y a 2 ans en disant oui, j'ai trouvé une tarente dans Bordeaux. Pardon? Et effectivement, quand on voit avec nos collègues qui font partie d'autres structures environnementales, ils disent si, la Tarente, elle est bien installée en France, ça y est. Voilà.